Raël, le mec, il explique qu'il a vu des extraterrestres qui lui ont donné des directives pour sauver l'humanité. Une des dirigeantes de la secte a dit, nous, on est en train d'essayer de cloner un être humain. Ça a fait un buzz médiatique de ouf. Ils ont dû aller devant le Congrès américain qui passait des lois pour interdire le clonage d'êtres humains. Avant, t'as des patients qui ont déjà été dans des sectes et tout ou pas? Ouais. C'est très très difficile, cet enfermement, cette façon de se sentir complètement instrumentalisé sans pouvoir développer l'esprit critique, c'est terrifiant. Chaque homme a le droit de s'améliorer avec Klaus Barbie, est-ce que tu lui dis ça ou pas? T'as le jugement des hommes, mais après t'as le jugement de Dieu surtout. Lui, il va quand même se taper un sale karma. Hello à tous, donc bienvenue dans ce nouvel épisode de En Famille avec Edouard et notre mère Bénédicte. Alors on reprend après un petit moment d'absence. Ça fait, je crois, quand même plusieurs semaines finalement qu'on n'a pas fait de podcast et j'espère que ça manque aux gens. Alors j'ai pas encore reçu de message de personnes qui disent que ça leur manque. On n'est pas encore, le podcast n'est pas encore assez connu, mais peut-être qu'à un moment on y arrivera. Et j'ai lu un truc intéressant, c'est que je lis les commentaires quand même de tous les podcasts et il y a quelqu'un qui expliquait. Ça, à un moment où on parlait de la méditation transcendantale, et il y a ah non, c'est un mail, je crois la personne, elle m'a envoyé ça par mail, et elle m'a dit qu'en fait, si tu perds ton mantra, tu peux écrire à ton instructeur et il te le redonnera. D'accord. Et parce que tu penses qu'il les note, genre les mantras? C'est ça que je sais pas. À mon avis, ils doivent se dire, ouais, c'est bon, j'en ai un nouveau pour toi. En fait, il a changé celui-ci, il va mieux, tu vois. Ah, ok. Ah, mais c'est bon à savoir, ouais. Ouais, en vrai, c'est bien renseigner l'information. Ouais. Non, mais du coup, la personne, assez sympa quand même, parce qu'elle m'a envoyé un mail et tout, alors qu'en plus, on ne disait pas forcément que la méditation transcendantale, c'était incroyable, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui est instructeur en méditation transcendantale. Ok, très sympa. Si jamais cette personne écoute le podcast, merci. Eh ben, merci. Ouais, voilà. Trop bien, merci beaucoup. Et d'ailleurs, ça me fait penser, alors les deux sont pas forcément liés, mais comme on est un peu dans cette idée-là, j'ai regardé la série sur Netflix, maman, tu dois connaître un peu, qui s'appelle Raël. C'est sur la secte Raël. Ouais, Doudou, ça te dit un truc ou pas, ça? C'est le truc des flammes jumelles et tout, là, un peu? Ah non, c'est encore un autre truc, ça. Non, mais attends, c'est une histoire assez dingue. Genre, alors, c'est marrant parce que maman, je pense que c'est plus tes années, ça, Raël. Oui, tout à fait. Et en fait, toi, Doudou, tu connais pas du tout. Ouais. Bah non, moi je connais pas du tout. En vrai, ça me dit rien du tout. Hein. Bah, il y a une série Netflix qui vient de sortir et c'est sur une secte française qui s'appelle la secte des Raéliens. Alors, ça a été défini comme secte qui a été créée par un Français en 1978 qui en fait a dit, tu sais, maman, tu connais l'histoire. C'est le mec, on a. Ah oui, non, si, c'est bon. Où maman, tu sais, du coup, le mec, Raël, il explique qu'il a vu des extraterrestres. Ah oui. Et que ces extraterrestres, c'est ce qu'il appelle les Elohim. Et donc, ils lui ont donné un peu comme des directives pour sauver l'humanité. Et il a créé toute une secte à partir de ça. Et en fait, ce qui est énorme, c'est que ça a été un succès, mais genre énorme, tu vois. Ils sont partout dans le monde. Et ça a été créé en France par un Français qui s'appelle Claude Voiron, je crois. Et en fait, je sais pas, et en fait, ça a été vraiment enfin, c'est un succès, planétaire. Ça existe encore, d'ailleurs. Et c'est marrant parce que là, j'ai vu sur YouTube un journaliste du Figaro qui avait infiltré la secte pendant une semaine. Ouais. Donc, tu vois, c'est ouf de voir, c'est à quel point, genre, 40 ans après, 60 ans après, ça existe toujours. Mais est-ce que c'est pas la secte de Dingo, là, où ils avaient créé une des plus grosses statues du monde, je sais pas trop quoi, et après, c'est encore une autre secte. C'était le temple encore solaire, il me semble. C'est quoi, maman? Le temple solaire? Peut-être. Ouais, alors ils avaient un truc comme ça. Mais en fait, là où c'est incroyable, et ce qui les a fait connaître de ouf, c'est que, en gros, ils ont dit à un moment qu'ils avaient réussi à cloner un humain. Et en fait, c'est énorme. Ouais. En fait, parce qu'il y a une des dirigeantes un peu de la secte qui était chimiste à la base. Et tu sais, alors Doudou, toi, je pense que t'étais limite pas encore né, mais à un moment, ils avaient réussi à cloner une brebis. Tu sais, c'était l'histoire de la brebis Dolly. Ah, mais ils en avaient vraiment, c'est réel, tu vois, des scientifiques l'ont fait. Et du coup, réel, genre quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, ou en tout cas à cette même période, bah la chimiste, elle a dit, nous, on est en train d'essayer de cloner un être humain et de créer le premier bébé cloné.
Et ce qui est énorme, c'est que la secte s'était déjà plus ou moins fait virer de la France. Donc ils avaient déménagé au Québec ou au Canada, je sais plus exactement, où ils étaient un petit peu plus tranquilles. Mais en fait, ça a fait un buzz médiatique de ouf. Ils ont dû aller devant le Congrès américain. Et en fait, du coup, t'as le Congrès américain qui passait des lois pour interdire le clonage d'êtres humains. Et en fait, du coup, eux, ils se sont retrouvés au centre de tout ça, ce qui fait que ça leur a fait une exposition médiatique, mais énorme. Et en fait, ils ont reçu des dons de ouf. Et donc, ils ont gagné genre énormément d'argent. Et tu vois vraiment la Française testifier devant le Congrès américain à un moment en disant qu'elle avait réussi à créer le premier bébé cloné, mais qu'elle n'avait pas le droit de dire où est-ce qu'il était, ni son nom, et que ça devait rester anonyme. D'accord. Et t'as vraiment Bush qui intervient même, qui dit on doit interdire le clonage humain et tout, tu vois. Et franchement, du coup, t'avais elle et du coup Raed, celui qui a créé la secte, qui disent ah voilà, genre on a créé le premier clone humain. Et c'est marrant parce que dans le truc Netflix, la femme, hein, encore des années après, elle dit si j'ai vraiment réussi à le faire et tout, tu vois. Alors que quand même apparemment c'est n'importe quoi parce qu'un mec qui travaillait dans son labo lui disait elle est jamais rentrée dans le labo du tout. C'était juste quelqu'un qui aime beaucoup l'attention et etc. Tu vois. Mais c'était assez ouf. Et de voir, tu vois, parce qu'en gros, ils ont commencé en France, il y a eu des trucs un petit peu chelous, donc ils sont partis au Québec. Il y a eu après cette histoire du clonage et tout, quand même, ils étaient plus trop le bienvenu. Et du coup, le mec a réussi à se refaire au Japon. Et donc maintenant, il vit au Japon. Et en fait, c'est marrant parce que le gars, pour le coup, il arrive à bien se réinventer. Il s'est donné la même apparence physique que Osho. Je sais pas si vous voyez qui c'est Osho, mais c'est un guide spirituel. Oui, c'est ça. Et au Japon, en fait, apparemment, les sectes sont très tranquilles parce que, en fait, le mec, le journaliste du Figaro a expliqué, c'était assez intéressant. Il disait qu'en France, on est un pays laïque. Donc, tu sais, dès que t'as des trucs un peu religieux comme ça, la France, elle est vraiment en mode genre, non, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Et au Québec, ils sont un peu plus souples. Et au Japon, ils sont encore plus souples, en fait. Et en plus, du coup, Raël, il fait en mode genre, oui, c'est un peu un courant du bouddhisme. Et donc, le mec, il est tranquille là-bas, il fait ce truc. Mais là où il y a eu des grosses dérives, c'est notamment, en fait, il faisait un truc sur l'éducation sexuelle des enfants. Et du coup, tu as eu beaucoup de problèmes avec ça, de mineurs qui étaient abusés, voilà. Enfin, des trucs, des histoires, quand même un petit peu terribles, tu vois. Même s'il y avait des principes, des concepts qui étaient bons, mais bon, voilà, des belles dérives. Mais maman, c'est tes années, ça. Toi, tu connais un peu, non? Ça me dit bien, hein, Raël. Les Raéliens, on disait. Ouais, c'est ça, les Raéliens, ouais. Oui, complètement. Ils ont fait un documentaire Netflix dessus, là. Ils ont fait tout un documentaire Netflix dessus. Et c'est marrant parce que du coup, à chaque fois qu'ils font ça, en vrai, ça leur redonne encore plus parce que le journaliste du Figaro qui s'est infiltré, il expliquait que du coup, tu avais beaucoup de gens qui étaient perdus, qui allaient là-bas. En fait, obligatoirement là-bas, les gens, comme ils sont perdus, rejetés un peu de la société parce que, genre, je sais pas, les mecs qui sont un peu ultra introvertis ou pas mal dans leur peau et que là-bas, tout le monde leur envoie beaucoup d'amour, surtout quand t'arrives, les mecs se sentent trop bien. Et du coup, en fait, ils partent pas. Et sauf qu'après, le trick, c'est qu'ils te prennent une petite, tu dois faire, en fait, ils rentrent un peu dans ta tête et c'est en mode, faut que tu donnes une partie de ton salaire, etc., tu vois. C'est ça, c'est là où il y a la dérive. Donc c'est vrai que c'est un peu, c'est un ambivalent parce qu'ils font, et en plus, la série Netflix, c'est vraiment bien faite, hein. Même moi, je l'ai regardée d'une traite presque. Moi, je regardais ça, là. Ça va être dans le mal un peu, mais... En plus, c'est vrai, tu vois, ça met pas trop dans le mal. Tu vois, moi, j'avais commencé à regarder le truc sur les flammes jumelles. Ouais, celui-ci, mais vraiment dans le mal. Ok. Maman, t'as des patients qui ont déjà été dans des sectes et tout ou pas? Ouais. Ça, c'est comment quand tu les récupères? C'est très, très difficile. Ils sont souvent... Après, je les récupère pas. Enfin, la personne à laquelle je pense là dernièrement, c'est pas directement suite à sa sortie de la secte. C'est quelques années encore après, mais il y a quand même tout se passé. Enfin, quand elle m'a témoigné de ce qu'elle avait pu y vivre, cet enfermement, cette façon de se sentir complètement instrumentalisée. Sans pouvoir développer l'esprit critique parce qu'elle était entrée avec ses parents quand elle était très jeune.
C'est terrifiant, parce qu'il y a encore des dommages. Maman, elle faisait partie de quelle secte? Donc il y a des gens qui disent que c'est pas une secte, il y a des gens qui vont. C'est quoi le nom de la secte, maman? C'est les témoins de Jéhovah. Ah, les témoins de Jéhovah. Ah. Oui. Donc La classique, hein. voilà, les Témoins de Jéhovah, ça doit être une des plus grosses sectes en France, non? Je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi. Non, mais c'est vrai, moi je les vois enfin, je les vois beaucoup quand même. Hein. Ouais. Donc C'est en quoi tout les cas, plus on a grandes sectes? tous les ingrédients de ce qui est la secte. Enfin, quand j'entends mes patients me témoigner, même si beaucoup vont dénoncer le fait que non, pas du tout, il n'y a pas de phénomène d'emprise, c'est pas du tout l'objet, c'est pas du tout l'intention. Moi, je vois dans les témoignages ce que mes patients me rapportent de tout ça et de ce qu'ils ont su. Enfin bon, j'ai le sentiment qu'ils étaient en train de mourir à ce qui sont dans leur essence même et ce courage de réussir à sortir de ça alors qu'on est complètement je sais pas, comme un peu vide de tout ce qui était substantiellement sa façon de comprendre le monde. Il n'y a plus rien de ça. Enfin, je trouve que c'est quand même assez terrible d'entendre les retours de cette expérience-là. C'est bon, alors, ceux que j'ai, ils sont plus dans la secte, ils sont plus dans ces mouvements sectaires mais bon, je vois à quel point ça a été terriblement dommageable à leur. Mais c'est quoi, maman, c'est quoi les trucs les terribles qui se passent? C'est quoi qui les traumatise comme ça, les gens? C'est une espèce de phénomène d'emprise, en fait. Donc, en fait, il n'y a plus une possibilité de penser librement, de s'opposer, de comprendre différemment. Il y a une seule pensée, il y a une pensée unique, et si on n'adhère pas, en fait, il y a un risque terrible d'être rejeté, d'être blacklisté. Enfin, on leur laisse comprendre qu'ils sont plus rien, en fait. Il y a plus de salut, il y a plus de possiblement. Voilà, c'est ça, c'est ce phénomène de se dire que il y a plus de valeur, en fait. Il y a plus de valeur si on n'adhère pas à ces croyances, en fait, et qui sont extrêmement enfermantes et qui sont extrêmement dommageables à l'être humain, parce qu'il n'y a plus du tout cette possibilité de penser différemment, en fait. Je pense que c'est surtout ça, c'est bon, ça peut être c'est une espèce de machination avec des menaces, en fait, si on n'est pas si on rentre pas parfaitement dans le rang. Enfin, on sent un danger qui se dit pas comme ça, mais qui est quand même un danger d'être enfin, de toute façon, point de salut, quoi. Si on sort de cet embrigadement, de cet J'avais vu, t'as lu, Doudou, le livre Influence et manipulation de Cialdini? Non, jamais lu. Tu l'as lu, toi? Ouais, je l'ai lu, ça fait partie vraiment des livres classiques du marketing, et je crois que dedans, c'est l'exemple des témoins de Jéhovah qui prennent. Et en fait, une des techniques qu'ils utilisent pour recruter les gens, c'est vraiment, ils font, alors c'est pas du cold calling de l'appel à froid, mais ils sont dans la rue. En tout cas, ils utilisaient, je crois, ça beaucoup dans les années 70. Et en fait, ils arrivaient avec une rose à la main. Et en fait, ils te tendent une rose. Et en fait, du coup, dans Influence et manipulation, ils utilisent ce mécanisme parce qu'en fait, tu vois, ils avaient trouvé ça, en gros, que quand quelqu'un te fait un cadeau, bah, t'es obligé au moins de lui accorder un peu de ton temps. Tu vois. Et du coup, c'était leur grosse technique. Donc, ils arrivaient vers toi et ils t'offraient une rose. Et en fait, ce qui était assez marrant, c'est que du coup, ils t'offraient une rose. Et après, les gens, quand ils partaient, la rose, ils s'en fichaient. Du coup, ils la jetaient à la poubelle. Et donc, en fait, après, les témoins de Jéhovah, ou je sais plus, les gens de la secte qui prend en exemple, ils faisaient le tour de toutes les poubelles pour récupérer les roses et du coup, ils les redonnaient, tu vois. Donc, ça leur coûtait même pas cher. Ah, c'est énorme. Là, je regardais, la témoin de Jéhovah, c'est quand même une des plus grosses sectes. Il y a 8 millions de personnes dans le monde. Ça existe depuis 1870. C'est ouf quand même parce que finalement, ça existe depuis hyper longtemps. Ouais. Ah, c'est un truc de dingue.
Mais l'approche est tellement enveloppante, l'approche est tellement attentive justement, hein, et dans des moments de vulnérabilité, de vie, dans des moments où on se sent vraiment très seul, très isolé. Voilà, c'est vraiment cette attention à porter particulière, non, mais et c'est croire que finalement ça va tout changer d'avoir une famille, de se sentir comme ça, compter quelque part, hein. Des fois c'est la première fois qu'on compte comme ça, qu'on a autant d'attention sur soi, et c'est très entourant, ça peut être très très doux en fait. Jusqu'à ce que, voilà, le phénomène sectaire se mette en route, en fait, hein. Mais, Et la scientologie, c'est une énorme secte aussi, non? absolument. Ouais, je crois que c'est la plus grosse. Là, je regardais, là. Je crois 20 millions de personnes dans le monde. Ah, c'est énorme, hein. Ouais. Moi, j'avais regardé le documentaire, là. J'avais essayé de regarder, genre, les meilleurs documentaires qui avaient été tournés. Et il y en avait un qui était sur la scientologie. Oui, c'est vrai. Il mettait très, très mal. Tu sais, oui, il parle pas mal de Tom Cruise dedans, d'ailleurs. Tu vois. Et ils disent quoi dedans? Bah, ils disent que c'est vraiment l'enfer, hein. C'est vraiment chaud. Ils parlent un petit peu de Tom Cruise, et c'est marrant d'ailleurs parce que tu sais un peu Tom Cruise, il fait partie de la scientologie, mais c'est assez marrant comment tu sais les studios hollywoodiens, etc. Ils essaient vraiment de séparer l'image de Tom Cruise avec la scientologie, tu vois. C'est pour ça qu'en fait Tom Cruise, il donne presque jamais d'interview, tu vois. Il va faire des petites vidéos, tu vois, sur les Nate. Il est interdit par les studios de production. Ils lui ont dit, ça a raconté des dingueries. C'est exactement ça, hein. Et donc, du coup, il fait plus d'interviews longues. Parce que, genre, du coup, les studios de production ont trop peur qu'il lâche des énormes dingueries. Et la market value de Tom Cruise est tellement huge que, genre, on veut pas qu'il y ait des grosses dingueries qui arrivent. Et à l'inverse, tu vois, t'as la scientologie qui sont trop fiers d'avoir Tom Cruise. Donc, moi, avant, tu sais, dans les années 90, 2000, etc., où il va souvent sur la scène, tu sais, je crois que c'est dans l'Utah. C'est à Salt Lake City, je crois qu'il y en a pas mal là-bas, où il va à Salt Lake City et il parle, etc. Et depuis que les studios hollywoodiens ont mis un peu de veto sur Tom Cruise, il se prononce plus trop, je crois. Tom Cruise, histoire assez bizarre, hein. Tu sais, je crois avec sa femme et tout, il y a des trucs, il y a des trucs bizarres, je crois. Mais il n'y a pas de John Travolta aussi qui est dans la scientologie? Ouais, il y a John Travolta aussi, hein. Il me semble qu'il est. C'est énorme, hein. Ils ont des... ils ont des gros... je pense en plus ces trucs-là, c'est une fois que tu sors plus vraiment, hein. C'est ça, phénomène de... Ouais, il y a John Travolta. C'est vrai qu'en France, on est moins... tu vois, il y a un peu moins ce truc, non? Ouais, mais parce que vraiment, en fait, c'était pas le journaliste, c'est expliqué ça, que comme en fait, la France est un pays laïque, tu vois, avec la Révolution française qu'il y a eu, ça fait partie des trucs sur lesquels vraiment l'administration, je sais pas, très très vigilant. Donc, dès que ça part un peu de religieux, boum. Mais c'est pour ça, tu sais, qu'à un moment, même les trucs de méditation transcendantale, c'était genre... Tu sais, sur Wikipédia, c'était écrit en mode à dérive sectaire et tout, genre même en mode on prend pas de risque. Dès que ça parle un peu de trucs comme ça, direct. C'est vrai que, est-ce que les States, c'est un pays laïque en fait? C'est vrai que c'est une bonne question en vrai. Je suis pas sûr en vrai, parce que tu sais, il y a quand même toute cette cérémonie où quand t'es aux États-Unis, tu sais, même quand t'es à l'école, c'est genre, même sur leur billet américain, il y a quand même écrit In God We Trust. Ah oui. Moi, je pense que c'est pas vrai. Ça. Hein. Puis certains États sont plus marqués que d'autres, hein, mais ils sont quand même beaucoup priants. C'est vrai que je regarde rapidement, mais j'ai pas l'impression que c'est un petit peu entre les deux. Mais tu vois, c'est marrant parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, tu sais, on a des thérapeutes qui sont genre Christian therapists, tu vois. Tu vas jamais voir ça en France, tu vois. Ouais, jamais. Genre, ils sont thérapeutes, mais genre d'une religion, tu vois. C'est assez marrant quand même. Ouais, c'est vrai. Ils s'adressent du coup qu'à des patients qui sont croyants, qui sont chrétiens. Qui sont chrétiens. Ouais. Ils n'est pas chrétiens, on avait des trucs trop bizarres, genre, je suis sûr, ça faisait des appels et tout, et la personne, elle avait vu un truc, genre, c'est dans le mindset, dans un des modules mindset, ça s'appelle Face Off with the Devil, tu vois, donc face au diable. Mais la personne, elle avait dit un nocel, genre, oh non, moi je veux pas faire ça, c'est mort. Limite, elle appelait juste pour qu'on retire cette partie, tu sais, parce qu'il y avait écrit diable sur... Donc ils sont très, tu vois, vraiment extrêmes. Et puis tu sais, ils ont en plus ce délire du free speech quand même aux États-Unis.
où tu peux dire ce que tu veux, tu peux un peu faire pas ce que tu veux, mais bon, ils sont beaucoup plus permissifs. Donc c'est vrai que je pense que ça doit y avoir des belles dingueries. Et puis les États-Unis, c'est tellement grand, c'est tellement de personnes. Ouais, c'est marrant. Ouais, non, c'est ouf. Et après avoir regardé ça, comme j'étais un petit peu malade le week-end dernier, j'ai regardé le documentaire Squeezie, Merci Internet. Trop stylé, hein? Trop stylé en vrai. Hein. Vraiment, tu connais ou pas Squeezie? Non. C'est marrant parce qu'à un moment, t'as Orelsan qui intervient et il le dit trop bien. Il dit Squeezie, c'est le mec, tout un lycée le connaît, aucun des parents le connaissent. Ouais, c'est genre tous les jeunes le connaissent, aucun parent le connaisse. Et incroyable, en vrai. Franchement, c'était vraiment stylé. C'était plus léger que Raël et la secte, donc c'était sympa. Trop good vibe ce documentaire. Mais peut-être du coup, ceux qui nous écoutent, je pense qu'il y en a personne qui connaît Squeezie, presque Quentin. Ouais, c'est vrai, en vrai. Alors que Squeezie, vraiment, du coup, c'est pour te dire, c'est le plus gros youtubeur français. Il a 18 millions d'abonnés. Ok. C'est quoi un youtubeur? Maman, tu sais ce que c'est un youtubeur? Mais il intervient sur quoi? Et ben, en fait, non, mais c'est une bonne question. Et il fait du divertissement. Donc, son but, c'est juste de faire des vidéos que les gens vont regarder et qui va divertir les gens. Et en vrai, moi, je regarde pas trop ces vidéos, mais le documentaire est très, très stylé. Tu vois que le mec, surtout, il se donne de ouf. C'est incroyable. Hein. C'est un entrepreneur de ouf, hein. C'est impressionnant, ouais. Hein. Ouais. Ah non, vraiment, mais tu sens pas qu'il est un peu au bord du burn-out tout le temps quand même. Tout le temps. T'as l'impression il est à ça de mourir, tu vois, genre. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est assez. Alors il est tout le temps présent en fait. C'est peut-être qu'il est hyper intense. Enfin, c'est sans cesse. Il y a toujours. Mais en fait, j'ai l'impression en plus ce qui est horrible avec les youtubeurs, et ça doit être quand même très relou, c'est ce truc de popularité face aux jeunes et tout, tu vois. Parce que même tu vois les interactions où tu sais les gens ils viennent le voir et tout, mais il se fait pas respecter du tout quoi. Mais ouais, c'est ce qu'il disait, c'est vrai que c'est ce qu'il disait. Il disait par exemple un acteur, comme tu le connais mais tu le connais pas dans son intimité, dans le sens où un youtubeur t'as l'impression tu connais toute sa vie. Parce qu'il partage beaucoup de choses. Donc, t'as l'impression que c'est ton pote. Et du coup, c'est vrai que tu le vois, là, quand t'as les jeunes de 10 ans qui viennent lui demander un autographe et le mec, il lui fait, vas-y, fais-moi une blague. Tu vois, tu fais, mais, genre, vas-y, fais-moi rire. Tu vois, et Squeezie, il reste trop calme, il fait, bah, attends, je peux pas faire rire comme ça sur demande, tu vois. Mais le mec, tu fais, mais genre, qu'est-ce qui t'arrive, quoi? C'est genre, vraiment, le mec, tu vas prendre une claque, quoi. Ah non, mais non faire. Mais c'est marrant parce que moi, alors, c'est vraiment à une échelle beaucoup, beaucoup moins grosse, mais tu sais, quand je partage quand même des stories sur ma vie, etc. Et du coup, t'as des gens, des fois, ils m'envoient des messages, tu sais, en mode, tu sais, c'est les messages en plus des gens que tu suis pas, donc ça arrive dans les demandes. Et les gens, ils te vraiment comme si t'étais leur pote, quoi. Alors que genre, tu les connais pas du tout, mais je pense que dans leur tête, c'est dur de se dire, attends, moi, je connais très bien ce mec. Alors que lui me connaît pas du tout, et il t'envoie des messages comme si t'étais genre meilleur pote, tu vois. Et genre vraiment des fois t'en as, c'est est-ce qu'on pourrait aller prendre un café ensemble, je serais grave intéressé que tu m'expliques comment ça marche X, Y, Z, tu vois. Genre, je fais, mais vous êtes fous dans votre chat, genre, je fais, mais, genre, écoute, je ne te connais pas. Ton pseudo Instagram, c'est Poupinou, je sais pas quoi, t'as même pas de photo, tu vois, tu fais, mais c'est quoi ce délire? Mais en même temps, c'est des intentions, enfin bon, voilà, moi, je peux Non, mais l'intention n'est pas mauvaise, c'est vrai. Chose, tu vois, enfin bon, moi, je trouve que c'est touchant, en tout cas. C'est touchant. Parce que, il y a quelque chose de toi qui le rejoint, il y a quelque chose de toi qui le touche, ou il y a quelque chose de toi qui l'inspire, et voilà, donc il y a quelque chose qui se connecte quand même, et bon, même si il est très inconnu, mais je trouve que, mais j'avoue que c'est toujours avec une bonne intention. Voilà, l'intention est tout à fait bienveillante. Mais toi, comme j'ai l'impression que ça te dérangerait pas d'être très connu? Non, mais justement, tu sais, c'est ce que je me suis dit. Ah non, je me suis pas dit, ça me dérangerait pas d'être très connu. Mais tu sais, c'est vrai que je me suis dit, vas-y, si on veut pousser le truc du content vraiment, à un moment, faudra que tu vois, faudra se dire, ah vas-y, peut-être en fait, il faut se mettre vraiment plus full time dessus, tu vois. Mettre plus d'intensité, plus de focus. Et tu vois, je dis pas que ce serait mon gros kiff, parce que la preuve, c'est vrai que depuis qu'on a commencé, tu vois, on nous dit, tu vois, genre, le content, etc. et tout, un peu la flemme, tu vois, on préfère faire des ads, nous, tu vois.
Mais ce qui est sûr, c'est que toi, je pense, t'aimerais pas du tout. Alors que moi, en vrai, ça me dérangerait pas trop, tu vois. Non, en vrai, moi, ça me dérangerait pas, mais un peu à la... Non, mais encore, Alex Hormozy, c'est too much maintenant. Mais genre, être très connu dans mon domaine, tu vois. Mais Ouais, j'ai ouais, je vois. l'impression de me faire Ouais. reconnaître par des enfants et tout. En fait, comme Bah, Squeezie, nous, moi, on se fait jamais de la reconnaître vie. par des thérapeutes, le but. Là, Trop ça sympa, me les dérange pas, thérapeutes. ça. Trop Les, sympa, les thérapeutes, tout les le temps. thérapeutes sont trop Ça me sympas. dérange pas. Mais tu vois, être connu, franchement, être connu à la Squeezie, même Ouais. si en termes de business model, et encore, tu vois, je pense qu'il gagne très très bien sa vie, mais je sais pas si c'est worth. Maman, la grosse question que se posait Doudou, c'est est-ce que Squeezie, il gagne plus d'argent que nous? Abuse. C'est jeu C'est tout, compétitif, maman. vraiment, c'est tout. Ah oui, C'est tout, c'est c'est juste tout ça. ça. C'est juste ça. Non, Ok. mais c'est vrai que c'est une bonne question, parce que quand tu regardes le documentaire, tu te rends compte qu'il dépense beaucoup pour ses vidéos, tu vois. C'est Ouais. des budgets de malade. Et là, Ouais. il a son réalisateur qui a l'air incroyable. Franchement, son réalisateur, genre, le mec a l'air trop, trop fort. Ouais. Tu vois, ces vidéos, obligatoirement, ça coûte cher, mais du coup, c'est une bonne question. Et Ouais. je pense que oui, quand même. Et Ouais. après, en vrai, si le plus gros youtubeur français gagne, moins que nous, limite, c'est pas normal, tu vois. Non, non, mais en plus, c'est presque sûr. Mais tu vois, je me dis, putain, je sais pas comment est-ce que fonctionnent les boîtes de production, tu vois. Mais tu sais, là où, Ouais. par exemple, ils remettent un peu tout leur cash, j'ai l'impression, sur le Exactement, GP ouais, Explorer. Et que t'as un Ouais. peu leur agent, là, qui est un peu freak out parce que si ça merde, ils perdent tout, tu vois. Ouais. Donc, je me dis, Non, ouah, mais parce c'est que le business chaud quand même. Hein. Ouais, parce qu'après, c'est vrai qu'en fait, tu sens que lui, enfin, après, peut-être, je pense qu'ils font exprès de pas en parler dans la vidéo et tout, mais tu sens que l'argent, ça a pas l'air d'être, en tout cas, c'est sûr, c'est pas son obsession. Ouais, ouais, Il a carrément. vraiment l'obsession de divertir les gens. Ouais, ça, c'est Et du coup, ouais, je sais pas du tout combien il gagne. Ouais, J'aimerais je bien pense- savoir. Mais tu sais qu'à un moment, le doute, j'avais vraiment, genre, été checker les bilans comptables, les trucs comme ça, et j'avais trouvé certaines de ces sociétés. D'ailleurs, il avait des noms trop marrants. Mais après, j'avais du mal à savoir parce que tu sais, quand t'as plein de sociétés différentes, c'est dur de savoir exactement le profit que fait la personne. Et lui, tu sais, il fait plein de trucs différents. Ouais, Donc, ouais. c'est Puis tu vois, lui, c'est- et en plus, ce qui est marrant, c'est que Squeezie, j'ai l'impression que c'est pas, tu vois, alors qu'il pourrait trop faire, tu sais, un peu à la Mr. B, genre, tu sais, créer ses ouais, marques et tout, tu ouais, vois. ouais, de ouf, de ouf. Ouais, c'est vraiment le Mais divertissement, en fait. ouais, j'ai Ouais. l'impression qu'il est Ah, vraiment c'est passionné génial. par ça. C'est vraiment stylé. Ouais, Ouais. c'est marrant en vrai quand même. Mais c'est que si, Je vais aller par voir. contre, c'est sûr que il a le potentiel de faire un truc comme MrBeast où tu crées, je sais pas, une marque de chocolat. Ouais. Ou une marque de boissons énergisantes. Et je pense que ça, là, du coup, là, c'est incroyable. Hein. Ouais, ouais, c'est stylé. Là, j'ai vu, tu sais, Ryan Tran, tu sais, c'est un gros youtubeur, lui. Il a marqué, Ouais. il fait une marque de bonbons, tu vois. Des Ah ouais, ça bonbons. c'est des. Ouais. Pour monétiser leur audience, tu vois. À base En de vrai, quoi, Squeezie, les il monétise son audience juste par les sponsors, j'ai l'impression, tu vois. Après, je sais pas trop Ouais. comment ça marche, ces business models. Mais stylé. C'était vraiment un bon documentaire. Ouais. Ouais. Ça donne envie d'aller voir un petit peu voir tout ça, parce que je me sens un Ouais. petit peu décalée, quoi. Un peu out. Mais maintenant, est-ce que tu regardes YouTube, toi, parfois? Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Tu regardes quoi sur YouTube? Oh, c'est toujours des interventions de thérapeutes, de philosophes. C'est quand même toujours un petit peu moi, mathématique. Hein. C'est vrai que je vais pas trop. C'est pour ça que ces jeunes-là, je ne les connais pas en fait. Hein. Ces youtubeurs dans l'optique divertissement. Moi, c'est toujours plutôt autour de du domaine qui m'intéresse vraiment beaucoup. L'éducation, la pédagogie, voilà, la philosophie. Et c'est qui, du coup, les thérapeutes que t'écoutes sur YouTube, maman? Pour qu'on fasse un feat avec eux, là. Ah ouais, non mais de ouf. Non mais attends, moi j'y ai déjà pensé. Je me suis dit un mec que franchement serait cool d'inviter serait le père Mathieu là. Il a l'air trop sympa lui. Ah oui, Trop il a l'air sympa. très. Mais Tu vois. grave. Mais j'ai l'impression qu'il fait plus de trucs sur les réseaux, là. Oh, Je crois qu'il a arrêté. follow. Ah Mais oui. ouais, des gens un peu comme ça. Mais je sais pas si là, tu vois, parce que bon, en vrai, on a une grosse audience avec les mails, les trucs comme ça, mais je sais s'ils vont voir le podcast pour l'instant, il n'y a pas énormément de vues non plus, donc tu vois, je sais pas à quel point ils accepteraient. Je sais pas, ouais, je sais pas. Mais tu vois, des gens comme Christophe André, des Ouais. Boris Cyrulnik, des Fabio Fabrice Midal, Tomasella. etc. Ouais, C'est vrai Maman, qu'on je pense pourrait- à tout le monde, tu vois. c'est des gens Ouais. que je suis beaucoup. Allez voir Fabrice Midal aussi. Il est quand même. Ouais. Enfin, moi, je le trouve très,
très résonnant, ouais, très authentique. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles je le rejoins vraiment. Et toi, quand tu devrais trop passer sur Fabrice Midal, là. Ouais. Toi, Moi, je une pense bonne que histoire. tu es prêt, là. Tu es prêt. Il faut que je fasse quoi? Faut que je passe. Il a un podcast? Je sais Ouais, qu'il y a un camarade, espèce de truc où il fait des vidéos, je crois. Oui, hein. oui, tout à fait. Il invite des Ah, gens. mais de ouf. Je vais demander à quelqu'un de régulièrement. la team qui s'en occupe. Mais grave, parce que ça c'est bonne social proof. Ouais. En plus, Ouais, ouais, peut-être tu pourrais demander à Alex Dana qui nous met en commun là. Parce que lui, il est Ouais, très, ouais, très je trouve lié une à bonne idée. Fabrice Midal, hein. Ils sont ensemble, Ouais. ils font des choses ensemble. Et c'est vrai que je le trouve, comment dire, inspirant, Fabrice Midal. Et il est très accessible dans ses transmissions. Donc, en Ouais, fait, non, mais c'est pour vrai un que ça a l'air pas mal. philosophe, je trouve qu'il il décrypte les choses, enfin, moi, je trouve que c'est très, très enseignant, très, très parlant, très résonnant. En tout cas, je conseille souvent à mes patients d'aller écouter des enseignements de lui, des podcasts de lui. Je trouve que même dans les interactions avec ses invités, c'est toujours assez pertinent. Donc, ouais, c'est mes petits moments détente en fait, ces moments-là d'écoute. Je vais aussi beaucoup sur un podcast qui s'appelle Métamorphose. Ah, mais voilà, j'allais te dire Ah, Anne bah, Becker. Bah ouais, mais quand ça pareil, faudrait que toi ou moi ou nous deux on y aille dessus là. Ouais, pareil, hein, ouais, 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 bon. extraordinaire. Hein, il y a quelques années déjà je crois qu'une de mes petites patientes m'avait partagé le fait qu'elle était souvent et du coup j'étais allée voir tout de suite. Je m'étais dit oui, ce podcast il est extrêmement enrichissant. On y prend plein de choses. Enfin, il y a beaucoup de témoignages de tout un tas de personnes différentes. C'est très ouvert et je trouve que ouais, il y a de quoi faire en fait. Hein, Ouais. c'est ouais. Donc effectivement, je suis un petit peu. C'est maman qui va nous donner toutes les idées des personnes qu'il faut avec Non, qui. mais en plus, c'est vrai que Là, non, mais tu sais, c'est des trucs et tout, c'est vrai que c'est vraiment bien, mais c'est vrai que c'est plus là, comme, en tout cas, tu sais, genre, on n'avait pas le temps, mais même pas de bande passante, tu vois, de se dire, ah, vas-y, mais après, il faudrait juste donner à quelqu'un de dire à quelqu'un de la team, vas-y, est-ce que tu peux t'en occuper et tout, mais, c'est vrai que c'est des trucs, c'est des nice, tu vois, bon, ouais. Ouais. Il y avait le podcast justement de Fabrice Midal qui interviewait Alexandre Dana et j'avais trouvé qu'il était extrêmement, ouais, c'était très lumineux en fait, c'était très agréable à écouter et c'est très accessible, donc on part pas dans des trucs. Ah, mais après nous, on va avoir un podcast qui va être plus gros que Métamorphose et que celui de Fabrice Midal, hein. On est très confiants. Ah, Métamorphose, je crois que c'est combien d'écoutes? Je crois que c'est vraiment beaucoup d'écoutes quand même par mois. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Je crois que c'est limite top 1. Énorme. Ouais. Mais après, c'est vrai que si on veut faire grossir le podcast, il va falloir inviter des gens comme ça, de toute façon, qui ont des grosses audiences. Ouais. Non, mais après, ce qui est bien, c'est que, tu sais qu'en plus, c'est vrai que tous ceux qui font des podcasts, ils disent que le fait d'inviter des gens, en fait, le fait de faire un podcast, ça te permet de grossir ton audience, mais aussi de faire grossir ton réseau, en fait. Ouais. Donc, on pourrait inviter qui on veut. Le doux, hors thérapeute, domaine comme ça, si on pouvait inviter des gens, tu t'inviterais qui? Ah ouais, c'est une bonne question. Qui est-ce que j'inviterais là? J'ai pas de personne. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas de personne française en tête comme ça là, mais. Et les Américains? Attends. Sam, inviterai Sam. Sam, fais pas de podcast, Sam. Ouais. Sam, incroyable. Un mec accessible, avec qui j'aimerais avoir. En fait, moi, je pense que j'essaierais d'inviter un mec, tu vois, même si en soi, le podcast, on s'en fiche un peu, mais avec qui j'aimerais bien connecter et ça pourrait être un moyen d'être connecté. Donc, peut-être, je me dirais à des gens, peut-être dans des domaines super différents, tu vois, des artistes ou je sais pas. Ah, c'est pas mal, ouais, c'est une bonne idée, ça. Tu vois, des trucs un peu comme ça. Des gros influenceurs, même, en vrai, des fois, je me dis, tu vois. Ouais. Ça peut être marrant. Ou, moi, en France, il y en a un, mais je sais qu'il fait jamais de podcast, mais c'est Xavier Niel. Je trouve que vraiment, c'est incroyable. Ouais, c'est trop stylé, ça. Il est trop fort. Ouais. On pourrait inviter Thibaut Elzière, Doudou. Oh! Mais tu sais qu'alors, lui, marrant, parce qu'il fait souvent, voilà, bah non, mais Thibaut Elzière, très très bien. Maman, tu sais qui c'est ou pas Thibaut Elzière? Ça me dit rien. Bah non, c'est impossible que tu saches. C'est quoi? C'est impossible que tu saches. C'est un peu là, l'entrepreneur, là, qui, en ce moment, pas mal. Je crois que j'ai écouté tous ces trucs. Tu vois, dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, je l'écoute et
Parce que je trouve il est assez, tu vois, il est inspirant parce que je trouve il est pas, genre, il est hyper smart et tout, mais tu sens qu'il est pas non plus sur une autre galaxie, tu vois, Ouais. et il reste hyper simple. Alors que le mec, ça doit être une des 500 fortunes de France. Ouais, il est dans le top 500, je vais le checker. Maman, tu sais, quand on est revenu à Noël, quand on était à Lyon, là, à Noël, et qu'on vous a dit, ah, on va pouvoir investir un peu dans une espèce de start-up, et on est trop content, on va pouvoir investir 250 000 euros. C'était chez Thibaut Elzer. C'était lui. Bon, finalement, pour des raisons différentes, pour des raisons un peu complexes, le deal n'a pas pu se faire. Mais c'était eux, genre, on était trop chaud, on voulait leur donner, mais je sais pas, plus de 250 000 euros. Ouais, genre, ah, vas-y, prenez tout, les gars, on vous fait confiance. Et du coup, c'est vrai que c'est ça qui est sympa, c'est que pour avoir fait un call avec son associé, Quentin Nickmans, très, très sympa, le mec. Et on était en one-to-one avec lui et tout, et le mec était vraiment, vraiment sympa. Donc, tu sens que ça a l'air d'être des mecs bien en plus. Ouais. J'ai une petite connexion. C'est déjà pas rien. Hein, grave. Déjà, on lui avait envoyé un mail et il nous avait répondu. Enfin, il nous avait répondu. Tu te souviens, maman? Tu te souviens? C'est trop marrant l'histoire. Genre, du coup, on a vu que les mecs, ils essayaient de lever des fonds, genre 12 millions d'euros. On s'est dit, ah, ça nous impressionne depuis très longtemps ce qu'ils arrivent à faire. C'est un startup studio, tu sais, où ils ont lancé plein de startups différentes. Et donc, on s'est dit, ah, faudrait leur envoyer un mail. Peut-être qu'on pourrait investir chez eux. Donc on s'est dit, Doudou, il a plus de chances que le mec lui réponde parce qu'il est plus jeune, donc son histoire, elle est plus incroyable. Et je sais plus ce qu'on lui a envoyé comme mail. C'est genre, bonjour, j'ai 23 ans, je suis très admiratif de votre parcours. Je suis très admiratif. En plus, le mail, il était grave bien. Je crois je crois qu'on vraiment, c'est genre 3 lignes, on avait juste les trucs les plus importants, genre, je crois que c'est j'ai 23 ans, je fais 500K par mois, je serais chaud pour investir, est-ce que c'est possible, point d'interrogation. Et je crois qu'il avait répondu genre vraiment ça m'a fait félicitations et il avait dit est-ce que tu as déjà investi, point d'interrogation. Alors en vrai la conversation elle est trop marrante. La conversation c'est bonjour, je vous écris suite à votre post LinkedIn annonçant la levée de fonds de Hexa. Je vous suis depuis des années et je suis très admiratif de votre parcours. Et là le truc qui marche souvent bien c'est pour me présenter en quelques mots et tu sais on fait plusieurs bullet points. Après j'ai mis Edouard Merdubourg, 23 ans, Teliosa et après là je mets un peu les KPIs etc. Et après, il m'a répondu, merci pour ton mail. Tu veux investir dans Hexa? Tu as l'habitude d'investir par ailleurs. Après, j'avais fait, oui, j'ai déjà. Ouais, je fais très, très souvent ça. Ouais. J'ai l'habitude. En plus, je lui avais répondu, vraiment, genre, j'ai déjà investi dans quelques tickets. Ils appellent ça des tickets dans le monde de l'investissement. D'ailleurs, je trouve ça quand même assez marrant, tu vois, c'est des tickets. Et, majoritairement aux USA via des safes. C'est un safe. Là après il m'avait répondu des trucs et tout, mais vraiment super sympa. Grave sympa. Et tu sais je suis très admiratif de votre parcours. La formule, elle vient de maman. Et tu sais quand j'essayais de choper des stages, quand j'étais en école de commerce, c'est trop chiant à faire là. Et tu sais du coup j'envoyais des messages genre sur LinkedIn, j'essayais de choper les mails des gens et je leur envoyais toujours ça en première ligne. C'était maman qui l'avait trouvé. Pour booster l'ego de ouf et tout. Je suis très admiratif de votre parcours. Ça marche très très bien. C'est wow. Et du coup, je me souviens quand je suis arrivé dans mon stage de M&A, le mec qui a, du coup, vraiment, j'avais envoyé un mail comme ça. Après, j'avais du coup, m'a fait passer des entretiens. Plus en M&A, c'est des entretiens qui sont quand même pas faciles. J'avais été pris. Du coup, j'ai commencé le stage à Paris chez eux. Et le mec, ça l'avait vraiment marqué parce qu'il me l'avait ressorti plusieurs fois. Tu vois, il me disait, alors, t'es très admiratif de mon parcours. Il y avait peut-être un petit point de cynisme, non, mais bon. Ouais, non, mais ça fait kiffer les gens. Moi, c'est wow. Ouais, je suis sûr. Quand les gens, ils m'envoient des mails ou des messages, je sais que les seuls où je réponds, c'est parce que tu dis, le mec, déjà, il est un peu smart, tu sais, il dit, alors, apparemment, c'est toi le spécialiste de tac, tu vois. Et du coup, en vrai, ça marche quand même pas mal de faire ça. Ouais, grave. Mais c'est vrai que c'était toujours maman qui nous rédigeait les trucs. Ouais, en fait. Ouais. En vrai, histoire. Mais je sais pas comment c'était toi avec Val, mais depuis la 6e, moi, j'ai jamais rédigé un texte presque. Hein. C'était que maman qui tous mes trucs. Parce que maman, elle kiffe, du coup, elle proposait d'elle-même. Si tu veux, je peux le faire. Hein. Tellement agréable pour moi d'écrire.
Non, mais après d'écrire les mails, les trucs comme ça, c'est quand même un gros skill, hein, parce que c'est vrai que moi je le faisais beaucoup avec toi vraiment pour toutes les lettres de motivation. Bon, maintenant j'ai passé un step, j'ai plus besoin de ton aide. Mais du coup, c'est vrai que quand on a des mails comme ça, tu sais, des mails comme ça à écrire, bah c'est moi qui le fais. La candidature pour le mastermind de Richard Branson. Ouais. Pareil, tu vois, c'est des trucs quand même, tu dois convaincre assez rapidement en quelques mots qu'est-ce que c'est qui est important et tout. Donc Absolument. Hein. c'est un gros skill ça à avoir en vrai. Des mots. Tu vois, moi, très c'est marrant bien parce que quand j'étais genre au lycée, en sixième, je détestais écrire et tout, tu sais, genre faire l'enfer, ça insupportable. Du coup, je donnais tout à maman. Maman, je me souviens, elle me sortait déjà à cette époque, il avait compris l'importance de savoir déléguer. C'est exactement ça, de trouver les talents là où ils sont. Ah non, mais je me souviens, c'était horrible. Mais donc, du coup, tu sais, parfois, je sais pas si t'as eu la situation quand où t'arrives avec un texte mais qui est trop bien, tu vois. En sixième, t'arrives avec un texte de l'espace et le prof, il sait très bien ce qui s'est passé. Ça m'est arrivé 2-3 fois, ça. Non, mais moi, c'était exactement pareil. Et tous les trucs, toutes les rédactions, les trucs, oh là là, quel enfer. Et après, même au lycée, hein, souvent les commentaires de texte et tout, c'était la mannerie qui se mettait dessus. Hein. Je me dis, mais si seulement j'avais eu ChatGPT à l'époque. Oh là là. C'était notre ChatGPT, maman. Ah, c'est ça, voilà. C'était notre ChatGPT. Mais alors que maintenant, genre, ça me dérange beaucoup moins, tu vois, de rédiger et tout, tu vois. Ouais, mais c'est dans un intérêt que tu peux, il y a un intérêt particulier pour toi. Oui, ouais, aussi. C'est quelque chose d'une demande extérieure. Là, c'est quelque chose à la source de toi. Il y a c'est une intention particulière, ça vient de toi, c'est dans un intérêt particulier. Qui vient de la demande des profs, des trucs qui sortent. Puis c'est vrai que c'était sur des thèmes chelous tout le temps quand même. Moi, quand j'étais au lycée, je détestais lire et je détestais écrire. Genre tellement je pensais que tous les livres étaient nuls en fait. Enfin c'est un truc de ouf, tu vois, parce que toute ma vie j'avais lu des livres trop nuls. Et genre je me souviens, genre j'ai découvert Bernard Werber, c'était le premier livre que j'ai bien aimé de toute ma vie. Mais j'étais en seconde. Et donc après, je fais, ça peut être bien de lire. Alors que maintenant, je passe beaucoup de temps à lire quand même. Et à écrire. Alors que le lycée a presque réussi, l'éducation avait presque réussi à me dégoûter d'un truc que, au fond de moi, j'aimais beaucoup quand même. Ouais. Bon, pour te dire, ça crée une fausse croyance, en fait, que tous les livres étaient absolument, indigeste, inintéressant. C'est Val qui avait commencé à découvrir Bernard Werber. Je sais plus si pareil. En un été, il les a tous lus. Limite, il en lisait un par jour. Ah, lui, il était à fond à un moment. Mais parce que je pense que ce qu'on est... non plus. Je pense que ce qu'on aimait tous les deux et qu'on a découvert avec ça, c'est que dans ces livres, en fait, là, t'as une partie roman, mais t'as une partie où il t'explique des choses. Tu sais, il t'apprend des choses, en fait, sur plein de domaines super différents. Donc en fait, t'apprenais vraiment des choses, je sais pas, sur la mythologie, sur la mort, sur les religions, sur vraiment plein de trucs. Et c'était un peu encyclopédique. Et donc je pense que c'est ça qu'on aimait autant avec Val. Ouais. Ça rejoint ta curiosité intellectuelle de tout un tas de domaines différents, tu vois, déjà à l'adolescence en fait. T'étais intéressé par tout un tas de thématiques en fait. Mais la lecture, ça te donne accès à tellement. Puis à l'époque de Kant, il n'y avait pas Internet, maman, c'est ça surtout. Ouais. C'est quand même assez impressionnant de se dire ça. Mais c'est un truc de ouf, hein. C'est vrai que si j'avais eu Internet, avant, bah, tu le vois, maintenant, les jeunes, putain, j'ai l'impression d'être vraiment vieux, les jeunes. J'ai plus 15 ans, quoi. Interdit cette expression, les jeunes. Interdit. Non, mais après, c'est sûr, quand je vois des jeunes qui ont 15 ans, quand même. Ouais. Tu vois, là, on a vraiment et qui se lancent déjà dans l'entrepreneuriat, c'est incroyable, là. Ouais, c'est ouf. Et je pense que si j'avais découvert Internet, si j'avais eu Internet, à mon époque, j'aurais commencé plus tôt. Mais c'est marrant parce que là, j'ai un pote en parlant d'âge sur Instagram qui m'a envoyé un message, parce que j'ai fait un post où je disais, j'ai appris à dormir à 32 ans, un truc comme ça. Et il m'a dit, j'oublie à chaque fois que t'as 30 ans. Et je lui ai dit, hein? C'est qui t'a envoyé? C'est Nabil. Et il m'a dit, j'oublie à chaque fois que t'as 30 ans. Et je lui ai dit, bah oui, c'est marrant, mais moi aussi, en fait. À force d'être... C'est vrai que en lisant du coup la story, je me suis dit, mais c'est vrai que moi aussi, en fait, tu vois.
ouais, en fait, mais ouais, moi aussi, surtout que je passe beaucoup de tout mon temps avec Edouard, avec Cyprien, avec Anaïs, avec Clément, Ouais. notre pote. Du coup, Ouais. que des personnes qui ont 22, 23 ans moins, tu vois. Ah, Donc c'est ouais. bon, bah ouais, c'est sûr. Est-ce que Tu c'est Oui, pas mais ça prends pas quand une ride. le secret pour rester jeune? ouais, mais Ça de doit être ouf ça. finalement. Ça doit être ça. Tu prends pas une Ouais. ride intérieurement, extérieurement. Rien. Tu Bah vois, t'oublies ton âge en fait. ça se suspend. Ouais. Nous, c'est pas mal en plus parce que comme on est une grosse famille là, encore la génération de Cible, tu vois. On pourra Ouais, encore ouais, non, mais c'est prendre clair, c'est l'héritage. clair. Non, mais après, c'est Non. vraiment marrant parce que moi, bon, c'est vrai qu'à moi, à 32 ans, j'ai pas la vie d'un mec classique qui a 32 ans quand je compare à mes potes qui ont des enfants, etc. Mais moi, je trouve ça vraiment très cool. Moi, j'adore ma vie, hein, et des fois, quand je me dis que tu sais, je sors en boîte avec Cyprien et tout, ça me fait vraiment trop rire. Non, Ça, je bien me sûr, suis dit, c'est genre, pas drôle. j'aurais pas pu penser, mais je pense même quand j'avais 18 ans, même quand j'avais 25 ans, tu vois, que je sortirais en boîte avec mon tout petit frère, quoi. Donc c'est quand même, non, mais c'est vraiment rigolo. Ouais, alors, Le temps c'est se suspend dans notre famille. Il ne nous Mais touche ouais, pas. hein. Ouais. Tu vois, Ouais. c'est des petites, des petites bulles là, comme ça. Ouais. Non, c'est Ouais. non, c'est stylé, ouais. Non, Ouais. c'est vrai que Maman, est-ce que toi, t'as l'impression d'avoir, t'as quel âge, maman? Des fois, j'oublie ton âge aussi. bientôt 59 ans. Ah ouais. Ouais. Et est-ce que ça te fait un truc ou pas d'avoir 5, est-ce que tu sens que t'as 59 ans? Est-ce que ça te fait un truc d'approcher les 60 ans? Ça fait quand même quelque chose de passer à cette dizaine-là, hein, quand même, hein, je dois dire, hein, c'est pas quand même. Mais après, je me dis, c'est que le jour d'après. En fait, quand je me dis ça, je me dis, ouais, en fait, c'est quand j'arriverai à 60 ans, ce sera de 59, c'est juste un jour après. C'est vrai Et que un c'est pas jour mal, ça, hein. après, C'est ouais, pas ça mal, me fait ouais. du bien, en tout cas, moi, ça me va bien de me dire, c'est le jour d'après, en fait. C'est qu'est-ce qui a véritablement changé. En tout cas, j'essaie de comprendre ce qui peut avoir vieilli en moi, et je pense que je m'y refuse un peu parce que je me dis, je vois pas pour l'instant, j'identifie pas des choses que j'ai pu faire avant ou quand j'avais 30 ans et que je peux plus vraiment faire. Et comme moi, je buvais pas, je fumais pas, donc j'étais pas dans des consommations comme ça de produits. D'ailleurs, ça surprend souvent mes jeunes patients, ils ont beaucoup de mal à croire ça, que j'ai jamais fumé ou que j'ai jamais bu Ah, Ouais, d'alcool. enfin, c'est moi, vrai j'ai que, jamais alors, fumé une cigarette, c'est ouf, ça, quand même. ouais, ça, C'est c'est vraiment, incroyable, ça. ça c'est très, donc ça les impressionne énormément. Et donc, du coup, j'ai pas eu ces endroits de défonce que j'aurais pu faire, que je fais plus avec l'âge, etc. Et donc, Ouais. du coup, j'observe rien pour le moment, même physiquement. Quand je bouge, quand je fais tout un tas de trucs dans tous les sens, qui aurait pu être et qui n'est plus. Donc, peut-être que c'est pour ça, finalement, que je me sens pas, vieillissant dans le dur, dans des choses compliquées, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, je le fais encore. Enfin, il me semble, hein, que j'ai toujours, beaucoup d'endurance, de résistance. Voilà, moi, je peux me permettre d'avoir des nuits plus courtes. Je me sens pas ravagée. Je suis pas dans les grosses dormeuses. Hein, je suis plutôt dans je dors pas. Voilà. Finalement, ne dort pas de toute Ah. façon. Non, de toute façon. C'est son objectif. Non. Mais ouais, est-ce que tu dirais que c'était mieux avant, déjà? Ça, je crois qu'on en a déjà parlé, je me souviens plus trop de ce que tu Non, disais. du coup, non. Non, hein. Moi, je suis pas trop à dire ça, mais je parlais juste de cette façon, des fois, d'être un petit peu, pour mes patients qui se sentent très, très seuls très isolés, des fois. Mhm. Et est-ce que, maman, t'as des regrets? Mais là, directement, en fait, c'est pareil. Je pense que non. Je Pas de pense regret. que non, parce qu'en fait, j'ai vraiment aimé ma vie. Hein. J'ai vraiment aimé ma vie. J'ai aimé ce que j'ai décidé, en tout cas. J'ai aimé les décisions que j'ai prises. J'ai aimé décider C'était les quoi, choses. maman, tes grandes décisions? Moi, je pense que c'était de me marier alors que j'étais encore étudiante. Ah ouais, bah ça c'est vrai que Elle était dure, maman, la décision à prendre ou pas? C'était quand même pas du tout dans l'air du temps, quoi. Enfin, et même ah ouais, c'est vrai. Non mais alors ça c'est un bon point parce qu'on a l'impression, on a toujours cette impression qu'aujourd'hui les gens ils se marient plus tard et que genre avant ils se mariaient plus tôt. Mais du coup même à ton époque c'était pas un truc qui non, était c'était classique. plutôt l'idée de se dire que je me mariais alors que j'avais pas terminé mes études.
C'était plutôt ça, tu vois. En fait, c'est toujours, j'entends encore dire que bon, on termine ses études et ensuite on procède par étapes. Et en fait, c'était Ouais. pas le cas. Moi, pour l'époque, voilà, j'ai vécu avec du coup avec papa avant de me marier, alors que j'étais étudiante. Enfin voilà, c'est des choses que j'ai faites. Je me rappelle que dans ma classe de dernière année de faculté, j'étais J'étais la seule à attendre un bébé, en fait, hein, Ouais. quand même, alors que j'étais étudiante. Donc, en fait, j'étais étudiante quand je me suis mariée. J'étais aussi étudiante quand j'étais enceinte de mon premier bébé. C'était pas quelque chose de très courant, en fait. C'était quand même pas quelque chose, alors que j'étais étudiante. Ouais. Donc, oui, voilà, il me semble que j'ai pris des décisions assez fortes de se dire, quoi qu'il en soit, ce qui m'apporte, c'est ce bébé, cet enfant que j'ai envie d'avoir, quoi qu'il en soit du contexte, quoi qu'il en soit des conditions. Mais après, avec un mari qui est là, hein, là, c'est tout à Et fait pourquoi, vrai. maman, vous êtes mariée alors que tu étais encore étudiante? Pourquoi vous avez pas L'amour, attendu? la réponse, c'est pourquoi attendre? Peut-être, tu vois, Je vais dire ça à Anaïs, mais elle va... Ah, de ouf. pour ça. pour moi, c'était ça. On était prêts tous les deux. Hein. Lui, il était lancé dans sa vie professionnelle. Lui, voilà, c'était comme presque comme une évidence. Enfin, c'était pourquoi attendre, en fait. Mais parce que quand même, vous vouliez vous marier avant d'avoir des enfants. C'était encore un petit peu, voilà, familialement traditionnel, par tradition familiale, oui, un petit peu ce qu'on a dans la tête à ces moments-là, c'est que c'est un peu, voilà, c'est l'ordre des choses dans la tradition de la famille. Mais ouais, après, ça s'est enchaîné comme ça très vite en fait, hein, très très vite. Donc Ouais. finalement, mariage, enfant, ça s'est fait très très vite. Donc ouais, non, j'ai pas de regret dans le sens où je sens que j'ai décidé des choses et que j'ai acté ce qui me semblait juste en fait au moment où je les ai décidées. Donc je dirais pas que après on pourrait toujours dire oui, mais bon, ça aurait été peut-être plus facilitant d'obtenir ton diplôme dans de meilleures conditions que juste la veille d'accoucher. Bon, c'est pas très grave. Mais Après, t'as eu ton diplôme la veille d'accoucher? En fait, j'ai accouché en août et j'ai eu mon diplôme en juillet. À un mois, en fait. Ce qui était très étonnant parce que dans les services, j'étais très jeune et j'étais prête d'accoucher. C'était assez surprenant. avec quel âge, maman, quand t'as eu Audrey, du coup? 25 ans. Mais c'est Ouais, vrai. 25 ans. Ouais, C'est pas non plus 20 ans, en vrai, ça. Non, C'est jeune, mais tu vois, c'est pas pas... 20 ans non plus. C'est pas 20 ans, mais bon, voilà. Donc, non, mais c'était, voilà, c'était comme je le ressentais être bon pour moi. Après, c'est chacun son chemin là-dedans, mais c'est vrai que du coup, par rapport aux grandes choses comme ça de ma vie, il m'a pas semblé que je pouvais regretter. Non, j'ai adoré m'occuper de mes enfants. Donc ça, c'est pas du tout un regret d'avoir fait d'autres choses. Mes amis, hein, qui avaient été diplômés en même temps que moi, étaient tout dans des envies intéressantes professionnellement, de vivre des expériences professionnelles enrichissantes. Moi, il me semblait pas que c'était quelque chose qui était là dans ce moment-là. C'était autrement. Et ouais, je pense que c'était une grande chance aussi, hein, de pouvoir vivre ce qui m'apportait de vivre dans les moments où je l'ai vécu. Hein. Après, tout n'a pas été toujours simple, hein, toujours facile. Mais en tout cas, après, les regrets, c'est des regrets qui peuvent ne pas m'appartenir comme décision. Donc moi, c'était quoi, maman, les moments... T'as dit les moments durs. C'était quoi les moments difficiles? Les moments d'enfance. Les moments d'enfance. Ouais. D'enfance, quand tu nous avais, nous, enfants? Non, quand j'étais petite. Non, malheureux. Ah, tu vois, parce que je me dis, quand t'as 5 enfants, il doit y avoir des moments peut-être qui t'ont chaud, quand même. Maman, je pense 0. Oui, des choses de mon enfance, oui, des moments. Ah oui, je vois, ok, oui. Mais en fait, moi, je parlais juste de ce qui m'a appartenu de décider. Tout ce qui m'appartenait pas de décider,
c'était pas, enfin bon voilà, c'est difficile d'avoir des regrets sur des choses qui t'appartenaient pas dans tes décisions. En fait, tu as subi, enfin voilà. Mais en tout cas, en tant qu'adulte, ce qui m'appartenait de décider, de choisir, j'ai pas de regrets. Je l'ai vécu, j'ai vécu ce qui m'intéressait. Maman, tu sais, parce que là, on parlait des enfants, et donc toi, t'as zéro regret avec tes enfants, mais tu sais, dans tous tes patients, comme ils te racontent toute leur vie, est-ce que t'as des gens, tu sens que vraiment, ils regrettent d'avoir eu des enfants parfois, ou que... Moi, je n'ai pas rencontré de gens dans mes patients qui regrettaient d'avoir eu des enfants. Mais je sais que on peut recueillir ce genre de témoignages. Mais moi, personnellement, j'ai pas eu de rencontres avec des patients qui ça avait été extrêmement complexe finalement, qui n'avaient rien. Que c'était toujours lourd. On peut avoir des moments de difficulté. Ils me partagent leurs moments de difficulté, leurs moments d'errance. Voilà, parce que c'est des fois très très difficile. Ils sont face à des choses qui les dépassent, qui les débordent, et c'est très très compliqué. Mais de dire je regrette d'avoir eu cet enfant, moi je l'ai jamais entendu en consultation. Mais c'est pas pour ça que ça peut, voilà, parce qu'il y a une honte aussi peut-être à avouer ça. Mais aujourd'hui, parce que ouais, aujourd'hui, on ouvre beaucoup plus la possibilité de... Non, mais ouais, c'est pour ça que je dis ça, parce que c'est des trucs qu'on n'entend jamais, parce que c'est pas socialement acceptable de dire ça, mais j'avais entendu une interview de quelqu'un qui disait ça, que quand même, pour beaucoup de personnes, le fait d'avoir des enfants, ça a été genre des trucs très, très compliqués. C'est des choses qui ont même cassé leur couple. Oui. Apparemment, il y a quand même beaucoup de couples qui se séparent à cause de ça. Après le premier enfant, après, donc tu te dis... toi et papa, j'ai l'impression que vous l'avez, enfin, c'est sûr, même, vous l'avez bien vécu. Ouais. Mais ça a l'air chaud quand même, hein. Ouais, complètement. C'est vrai. Après, d'avoir des moments où on en a marre, où mes jeunes mamans peuvent dire qu'elles passeraient bien par la fenêtre, et à chaque fois, je leur dis, maman, le doux, il était choqué, là. Il a été choqué. Non, mais si, je comprends en plus, quand on était... d'être pleinement humain et que vraiment des fois on n'en peut plus et je leur dis toujours, moi je me souviens d'un petit dessin humoristique qui m'avait fait énormément rire pendant le confinement où la jeune maman descendait avec un sac poubelle et le bébé qui hurlait de l'autre côté et elle remontait le sac poubelle. On t'est pas le bébé. Bon, voilà. Enfin, je pense que ça disait vraiment des fois des situations, on est juste pleinement humain, on en a tellement marre, c'est tellement dur, c'est tellement insupportable. Bon, voilà. On est débordé, on est dépassé. Et je trouve que c'est super bon de se dire, voilà, je m'accorde le droit de ressentir que des fois c'est juste ça. Et on est dans cette humanité-là, quoi. Et moi, j'aime beaucoup témoigner de mes propres moments d'impuissance, de mes propres moments de débordement pour vraiment ramener les choses à notre humanité. Voilà, c'est juste qu'on n'est pas robotisé. Il y a des moments où on n'en peut plus, on a des pensées. D'ailleurs, plus on s'accorde de partager nos pensées, des fois extrêmement sombres, extrêmement emplies de violence, mieux on va, je pense, parce qu'on se les partage, on se dit, oui, finalement, elle aussi. Ah ouais, ça me fait du bien de savoir que vous aussi, vous aviez mis vos enfants sur le palier, Bénédicte. Hein. Le truc, maman, pas de chance. Une erreur, une fois, toute ta vie, on te la ressort, celle-ci. Toute ta vie, maman. Je le partage. C'est vraiment pas de chance. Les enfants, ils sont impitoyables. Un moment de faiblesse de quelques secondes, un jour quand t'es jeune. Et donc, je leur dis, voilà, comme ça, on est tous pareils. On peut faire le truc où on se sent tellement débordé, hop, derrière, dehors. Terminé. Sur le panier. Allez, ciao. Terminé, bonsoir. Et voilà, je dis, oui, souvent dans nos discussions familiales, les petits points sur lesquels on peut revenir qui n'ont pas été... Bon, voilà, j'accueille complètement. Mais c'est marrant parce que c'est vrai que ça montre que des enfants, tu sais, qu'il y a des choses qui les marquent, et c'est vrai qu'il s'agit de pas grand-chose, donc c'est dur de faire des enfants sans trauma. Ouais, parce que nous, on a une enfance facile, on a pas eu des trucs compliqués. Mais c'est vrai que tu te dis, genre, tu sais, des petites expériences, ça marque comme ça. Tu te dis, c'est pour ça, là, ceux qui vivent des trucs, genre horribles, je sais pas, des viols, des choses comme ça, là. C'est l'enfer. Très, très dur. Non, mais c'est pour ça que élever des enfants. Mais par contre, ça, maman, c'est un truc que tu m'as dit.
franchement, t'as des gens, enfin, tu me l'as pas dit comme ça, mais on pourrait limite dire qu'il y a des gens qui devraient pas avoir le droit d'avoir des enfants quand même. C'est toujours un Non, peu c'est vrai, dur en hein, vrai. parce qu'on peut pas C'est un peu polémique, mais bon, en Oui. vrai, Je franchement, pense que c'est t'en toujours as, de posture. ouais. Mais je pense qu'il y a des gens, ils sont déjà, je pense ils l'ont subi plus que décidé. Hein. Généralement, ces gens-là, c'est très très difficile. Hein. C'est voilà, ils sont retrouvés là avec bon, ils ont des failles, des blessures, des dysfonctionnements, enfin profonds. Et voilà, donc c'est vrai que des fois on se dit mais c'est cataclysmique quoi. C'est des Ouais. Mais conséquences tu sais, moi, très il y avait il y avait une évidentes. histoire qui m'avait vraiment choqué. C'est, tu sais, c'est les assistantes sociales qui recueillent des enfants. Et c'était en Lorraine, c'était un couple. En fait, ils avaient récupéré le bébé. Et je sais pas, il avait vraiment, je sais pas, c'était un bébé peut-être moins de 2 ans, tu vois, quelques mois à moins de 2 ans. Et en fait, ses parents, ils l'enfermaient toute la journée dans sa chambre. Ils le laissaient crier. Et pour se nourrir, ils lui donnaient un biberon de Coca-Cola. Ce qui faisait que le bébé, il avait perdu absolument toutes ses dents. Enfin, tu vois, genre, il y avait ses dents du coup, c'était peut-être pas un bébé, c'était peut-être un enfant en bas âge. Mais enfin, tu vois, genre, tu dis, mais t'en as, c'est des fous dans leur tête, quand même. Ouais. Tu vois. Et c'est vrai qu'en vrai, t'en as, tu te dis, mais je pense que ça devrait être interdit, quoi. Ouais, sauf que ça, ça c'est vraiment, ouais, ça Bon, sera. bah oui, c'est sûr que si on mettait en place des trucs en mode Le genre, dé- toi, t'as le droit, toi, t'as pas le droit, toi, t'as J'ai le le droit, toi, droit. t'as pas le droit, Et oui, ce serait vraiment voilà. complexe. Mais, Ouais, ouais, ouais. c'est ça. C'est vraiment se positionner en juge, quoi. C'est ça qui est compliqué là-dessus. Hein. C'est comment dire et Ouais, mais est-ce que maman, des fois, quand même, on peut pas se positionner en juge? Non, mais c'est vrai. on est tous Parce que, très tu sais, des jugeants. fois, on dit, ah, faut pas juger, faut pas juger. Mais quand On même, est des tous fois, très c'est, jugeants. On est tous très jugeants tout le temps. On est C'est vrai que tous moi, dans je suis ces pas très conditions, jugeant. c'est dur de pas juger quand même. affreux. Tu vois, Bah est-ce oui, qu'on a mais le c'est Ouais, droit? notre mais, nature, hein, non, moi mais, je pense, très humaine. Hein. C'est quand même notre non, mais nature. là, c'est à un moment, c'est normal, non, quand même. Tu vois, tu te dis, là, c'est too much. On arrête. Non, mais Stop, stop, stop. c'est vrai que ça, parce que tu sais, nous, on dit toujours nos jugements, mais bon, il y a un Ouais. moment quand même, tu vois. Ah Bon. ouais, non, Ah là, oui, non, c'est, mais on essaie, c'est forcé. Hein. Quand on conscientise qu'on est en train de juger, bon, mais bon, je vois bien, on se débat avec ça parce qu'on se juge déjà soi-même beaucoup. Alors, j'aime beaucoup l'idée au lieu de juger, d'évaluer. C'est ce que j'exprime pas mal à mes patients. pas Donc, mal. Tu fais la même chose, mais avec un mot différent. Tu juges pas. Non, mais je juge pas, non, mais j'évalue. Oh, je dirais ça la prochaine fois. Non, mais je je te pense juge que pas, c'est juste. Moi, j'évalue là. eh ben, J'évalue. on évalue, on mesure. Je sais pas, il y a quelque chose de beaucoup plus, ben, pour moi, hein, de beaucoup moins autoritaire ou moins tyrannique d'un jugement implacable. Il y a une évaluation un petit peu plus. Enfin, j'entends prendre un petit pas de recul, un petit pas de côté et être un petit peu plus dans j'observe, j'évalue. Et c'est le premier pas, c'est un premier pas de conscience sur nos automatismes. Hein. C'est vrai qu'on est beaucoup systématiquement dans. C'est comme genre la dernière fois, maman, tu sais, là quand on était à table, on avait, tu sais là avec la mort de Badinter, qu'est-ce qui déjà Badinter, maman là, sur la peine de mort? Ah oui, Tu sais, on en ne parlait. jamais, ne jamais enlever la possibilité à une personne, à un homme de devenir meilleur, ne jamais voilà Ah avoir ouais, what? l'autorité Yes. pour Ok. C'est très stylé. Mais après, en fait, genre, ce que Oui. papa nous racontait, tu vois, et c'était intéressant, c'est que, en fait, Badinter, à la base, il est juif, tu vois. Et Badinter, il est lyonnais, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a son père à Badinter qui s'est fait rafler par Klaus Barbie. Tu vois, Klaus Barbie, il gérait toute la Gestapo de Lyon. Il s'est fait rafler d'ailleurs sur la rue Sainte-Catherine. Badinter, il est arrivé, je sais pas exactement comment ça se passe, mais il a réussi en gros à s'échapper. Et avec sa mère, ils se sont retrouvés genre vers Chambéry. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des années après, mais je sais pas combien de dizaines d'années après, ils ont retrouvé Klaus Barbie. Tu sais, ils ont retrouvé Klaus Barbie et ils l'ont jugé à Lyon. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que Klaus Badinter, c'était le procureur, je crois, de la République. Donc en fait, c'est comme un peu, il défendait un peu, tu vois, tous les juifs qu'il a raflés, dont son père, tu vois. Et donc du coup, c'est ça, genre, à quel point tu passes la limite, maman, tu vois. Chaque homme a le droit de s'améliorer, mais bon, Klaus Barbie, tu vois, est-ce que tu lui dis ça ou pas? Ouais, c'est vrai, c'est vraiment chaud. Il disait quoi, Badinter? On va dire comme Badinter. Et ben, Badinter, ce qui était assez stylé, c'est que je me souviens un peu exactement de la phrase qu'il avait dit lors du procès de Klaus Barbie, mais
Il avait dit, bah, en gros, Klaus Barbie, il a eu le droit à un jugement juste et genre, mon père, il aurait été hyper fier de moi ou je sais pas trop quoi. Ah Mais ouais. genre, Ouais. parce Ok, qu'il a putain. été, tu vois, Incroyable. pas jugé comme un monstre directement. Il a eu la présomption d'innocence, il a eu tout ça, etc. Tu vois. Donc, Ouais. j'ai pas trop capté ce qu'il avait voulu dire, Badinter, mais je sais Après, pas. c'est stylé. Badinter, il est chaud parce que réussir à passer au-dessus de ça quand ton Ouais. père s'est fait rafler et tout, Ouais, grave, c'est que grave. moi, je vois ça comme des, tu sais, des niveaux d'énergie et de conscience. C'est quand même, t'es sur un niveau de conscience Extraordinaire. vraiment très élevé. Et Ouais, je trouve que Badinter, ce qu'il a fait, c'est incroyable, se battre pour l'abolition de la peine de mort. Je trouve ça ouf. Parce que sur le truc de la peine de mort, tu sais, moi, ce que je trouvais, l'idée que je trouve trop stylée, c'est que, en fait, des fois, tu peux faire une erreur. Et en fait, c'est ça qui est dramatique. C'est quand tu condamnes à mort un innocent. Et tu sais, c'était Voltaire ou je sais plus qui, ou Rousseau qui disait que il vaut mieux qu'il y ait genre ouais, c'était ça que t'essayais. Et il disait, il vaut mieux qu'il y ait plein de coupables dehors plutôt Liberté. que un innocent en prison. Et Ouais. en fait, c'est ça que tu vas défendre. Tu vois. Et donc, c'est ça que je trouve incroyable avec ce que Badinter il a fait. Mais après, c'est vrai que pour le cas de Klaus Barbie, bon là, c'est quand même bien avéré. Est-ce que on pourrait pas lui enlever la possibilité de devenir meilleur? Même si après, moi, dans ces cas-là, dans ma vision de la vie, tu vois, je me dis, bon, de toute façon, t'as le jugement des hommes, mais après, t'as le jugement de Dieu, surtout. Et t'as un peu cette idée que, bon, bah, lui, il va quand même se taper un sale karma. À mon avis, son âme, elle va avoir quand même pas mal régressé. Autant dire que j'aimerais pas du tout être à sa place pour les prochains cycles de réincarnation. Ça va être bien salaud. Il va avoir du mal à s'en remettre quand même, tu vois. Ouais. Ça. Ouais, c'est vrai. Non, Ouais, ouais. mais c'était intéressant, c'était stylé. Badinter, stylé. Il y a, c'est puis les fans. Donc, non, mais Ouais, pas mal ça, là, les derniers temps, c'était cool. Ouais, ouais. ouais. C'était Non, bah, trop bien. un super Bon, partage. on peut finir là-dessus parce qu'on arrive presque à la fin de l'heure et là, je vais avoir ma séance de sport avec Lou. Mais oui, du coup, bah Badinter, ça c'est très stylé. Et on a parlé de pas mal de sujets. Le sujet de Raël aussi, c'était on a Ouais. fait des sujets compliqués. On a fait des sujets compliqués aujourd'hui. On essaiera de faire des sujets peut-être plus légers De pour la voir. prochaine fois. Et c'est que si, alors bon, on n'a pas une audience encore énorme, mais si les gens écoutent et que ils ont des points qu'on voudrait aborder, eh ben ils peuvent me les envoyer sur Instagram. On verra bien. si je reçois des messages. À la prochaine. Voilà. À la Merci prochaine. beaucoup.